à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième webconférence dans le cadre de la semaine du logement accompagné de l'UNAFO. Vous êtes effectivement sur le sujet l'utilité sociale des FJT, dont le Conseil général de l'environnement et du développement durable a produit il y a quelques mois un rapport sur les FJT, sur l'utilité sociale des FJT. Donc 6 mois effectivement, la publication de ce document nous paraissait intéressant effectivement de voir avec l'État et avec nos confrères et amis de l'UNAGE où on en était effectivement de ces travaux. Donc, on a fait le constat effectivement que le développement des foyers de jeunes travailleurs était très inégal sur les territoires ces dernières années, de façon un petit peu continue par rapport à ça. Donc effectivement, il nous semble intéressant de se questionner sur est-ce que la relance pourrait permettre de rééquilibrer les territoires. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est relativement facile de produire, relativement plus facile en tous les cas, de produire du FJT. Il nous paraît également intéressant de nous interroger sur l'éventuelle concurrence ou complémentarité entre les différents dispositifs, foyer de jeunes travailleurs, résidence sociale de jeunes actifs, mais également au titre de l'article 9, et évidemment de s'interroger sur la question des réhabilitations. Voilà la thématique que nous souhaitons aborder ce matin. Donc, je suis Pierre-Marc Navalèche, chargé de mission au sein de l'UNAFO. Je propose évidemment à mes deux intervenants de se présenter l'un et l'autre. Marianne, je te laisse commencer peut-être. Oui, donc Marianne Offray, je suis directrice générale de l'UNAGE. Tu m'entends? Vous m'entendez? Yves Roche, donc peut-être pour ne pas perdre de temps. Moi, j'entendais très bien Madame Offray, ça me gêne de me présenter avant elle, mais je suis donc Yves Roche, je suis chef de projet pour le logement des étudiants et des jeunes actifs au sein d'une administration centrale du ministère du Logement, la DHUP, direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Alors moi, je n'entends pas Marianne, mais... Alors, et là, est-ce que tu m'entends, Pierre-Marc? Non, visiblement non. Alors c'est peut-être moi qui ai le problème, du coup. Alors, je suis donc Marianne Offray, directrice générale de l'UNAGE, l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. J'ai un petit souci, je n'entends pas une de mes intervenantes alors que mes collègues et vous, apparemment, auditeurs, vous l'entendez. Voilà, c'est les joies du direct. Donc je ne sais pas comment on va faire par rapport à ça, mais c'est sûr que si on ne peut pas s'entendre, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Je ne sais pas comment. Alors, Il est parti. On est tranquille, Yves. On peut discuter. Ah, voilà, c'est bon. J'ai rafraîchi la page. Ça a fonctionné. Vous m'excusez. Ce sont les joies du direct. Donc, Marianne, tu t'es présentée. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi, je t'entends parfaitement. Merci. Je suis désolé de ces petits soucis techniques. Je vous propose que, donc, comme tu t'es présenté, je ne vais pas te redemander pour les auditeurs de te représenter. Je vais continuer effectivement. Donc, premier sujet que je souhaitais aborder effectivement avec vous, la question effectivement du développement des foyers de jeunes travailleurs. Dans sa lettre de mission, Madame Vargon, ministre du Logement, qui avait été à l'origine de la commande auprès du CGEDD, rappelait que le gouvernement, que le développement d'une offre accessible, genre accessible aux jeunes, accessible financièrement, est une priorité de l'action gouvernementale. On considère effectivement que le FJT est au carrefour, je lis effectivement ce qui était dans la lettre de mission, au carrefour des ambitions pour la jeunesse, en faveur du logement et en faveur de l'emploi. Constatant effectivement une faible production ces dernières années de nouveaux FJT et des difficultés à réhabiliter ceux existants, elle avait demandé effectivement au CGEDD de conduire une mission d'évaluation. Alors, la mission, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la mission du CGEDD concluait en mai 2022 sur l'utilité sociale d'un accord pour faciliter, accompagner le déploiement. On va se concentrer évidemment sur la facilitation et le déploiement de l'outil renforcé de foyer de jeunes travailleurs. Donc, évidemment, il ne vous a pas échappé qu'en mai 2022, il y a eu une élection présidentielle, une nouvelle mandature avec changement de gouvernement, un nouveau ministre. Donc, effectivement, ce qui fait que les choses ont forcément été un petit peu temporisées. Yves Roche
Où en sommes-nous aujourd'hui de la production effectivement de ces logements dédiés à des publics jeunes, évidemment plus particulièrement des FJT. Et comme je viens d'indiquer, le développement effectivement de ce logement des jeunes de façon générale constituant effectivement une priorité gouvernementale de ces dernières années. Oui, bonjour. Alors pour replanter le décor de manière très simple, on ne peut pas parler des FJT sans parler de l'ensemble des réponses pour le logement des jeunes et surtout rappeler la spécificité des besoins de ces jeunes de façon très, très simple, puisqu'ils sont sur des demandes qui les distinguent du public général à la recherche d'un logement. Les jeunes, ils vont être sur un créneau de logements plus petits, qui ne sont pas les plus nombreux dans le parc existant. Ils vont être dans des attentes de réponses rapides à leurs besoins. On peut penser aux étudiants lorsqu'ils savent où ils vont réaliser leurs études supérieures, mais le jeune actif qui est en recherche d'emploi, qui répond à des offres d'emploi, a besoin de réponses réactives à ces demandes. Ils vont être également, au début de leur parcours, sur des temps d'occupation du logement plus courts, donc ce qui suppose des dispositifs où il y a des rotations dans les logements. Ils ont des ressources modestes. La crise récente a encore montré les sujets de précarité chez ces publics-là. Et donc, pour certains d'entre eux, enfin, et là, le FJT va être l'outil le plus important, ils ont besoin d'un accompagnement social dans l'accès à l'autonomie dans le logement, l'accès à l'autonomie progressive dans la vie pour s'installer dans l'emploi. Donc, on a des publics spécifiques. J'ajoute un élément démographique. On a des classes d'âge qui correspondent donc aux jeunes de 18 à 30 ans, de plus en plus nombreuses, issues donc des années qui commencent en 98. De 98 à 2013, les tranches d'âge de la population française sont particulièrement nombreuses par rapport aux années précédentes. Donc tous ces facteurs ont en effet conduit les gouvernements successifs à afficher une priorité de développement d'une offre adaptée aux besoins de ces publics et de développement important au sein des efforts qui sont faits plus globalement pour développer l'offre de logement abordable. Donc ça, c'est le premier élément de contexte. Le deuxième élément, c'est que vous avez raison de rappeler que les gouvernements sont très engagés sur le sujet, mais la réponse, elle vient fondamentalement des territoires. Donc notre priorité de ces dernières années a été de regarder territoire par territoire comment s'emparer du sujet. Il a existé de longue date des lieux d'échanges partenariaux sur ces sujets-là. Mais on peut dire que depuis 2019, ils ont été consolidés. Il y en a certains nouveaux qui ont été mis en place sous des formes différentes, comités de pilotage régionaux, des choses à l'échelle des métropoles. Ça pouvait être des groupes de travail au sein du CRHH, comme ça pouvait être des instances spécifiques. En élargissant les partenariats, donc on va y trouver les Urages, on va y trouver les CLAGE, on va y trouver bien sûr le monde HLM, pour les étudiants, le monde de l'enseignement supérieur. Donc, on a eu un gros effort ces dernières années de consolidation des échanges partenariaux locaux sur le sujet pour être à la hauteur du défi. Et le troisième élément, c'est que ces dernières années, la prise de conscience a été largement partagée par le tissu des collectivités locales qui considèrent aussi que c'est une priorité de répondre à ces besoins. Dans l'enseignement supérieur, les besoins des étudiants, c'est un facteur d'attractivité des territoires, mais pour la vitalité économique des territoires, il faut trouver des logements pour satisfaire les demandes d'emploi, et les jeunes étant pour certains en difficulté, il faut aussi des réponses spécifiques à leur apporter. Cette prise de conscience des territoires, elle est acquise de la même manière que ce soit l'Union sociale pour l'habitat, donc l'ensemble des organismes HLM, ou Action Logement, nous rejoignent pleinement sur cette priorité. Et je terminerai en montrant une diapositive qu'on va développer élément par la suite des débats, une diapositive qui montre les premiers résultats. La voici. Normalement, vous la voyez à l'écran. Je la mets donc en plein écran pour que on la voit tous bien. Donc, ça ne fonctionne pas. Moi aussi, je ne suis pas très doué. Pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Donc, bon, en tous les cas, si j'arrive pas trop à la grossir, mais si vous voyez, il s'agit tout simplement du nombre de logements sociaux dédiés aux jeunes, je ne parle plus des étudiants, du nombre de logements sociaux dédiés aux jeunes, donc qui ont été financés chaque année.
on voit qu'il y a eu un tassement dans les années au milieu du diagramme, ce sont les années 2017-2018, mais on voit surtout une reprise dynamique donc de la production. En particulier, on développera tout à l'heure, l'année 2021 a été exceptionnelle sur l'ensemble de la gamme des produits qui répondent aux besoins des jeunes. Merci Yves Roche. Marianne, quelles sont tes réactions par rapport effectivement à ces aspects? Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? En fait, j'ai l'impression que la difficulté de rentrer dans le problème par cette histoire de logement des jeunes fait qu'on est un peu tous dans la répétition. Et je pense qu'il faut un peu décaler le problème parce que les jeunes, c'est un peuple pas très homogène en réalité. Il y en a qui ont besoin en logement temporaire, c'est vrai, mais d'autres pas. Il faudrait que tu coupes ton micro, Pierre-Marc, on entend fort les papiers. Et il y a donc des jeunes qui ont besoin de logement temporaire, d'autres pas du tout, hein, d'autres qui ont besoin d'un logement tout court et pour longtemps. Il y a des jeunes qui ont besoin d'accompagnement, mais on n'a pas encore bien qualifié ce qu'on entendait par accompagnement. Effectivement, si on peut penser que les jeunes n'ont pas tous besoin d'accompagnement social, on peut quand même penser que l'entrée dans la jeunesse, c'est un moment où on a besoin de quelque chose qui ressemble à la socialisation, de l'aide pour s'ancrer dans un territoire. Hein. Vous faisiez référence, Yves, à cette histoire des territoires. Donc, je pense que quand on dit logement des jeunes, finalement, c'est peut-être pas une façon de bien traiter le sujet. Je pense qu'il ne faut pas loger spécialement les jeunes, en fait, il faut loger les gens. Et puis, une fois on s'est dit ça, on regarde à l'intérieur de ce qu'on souhaite faire, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Alors évidemment, on a cette espèce de tendance à regarder dans le catalogue les étudiants, les jeunes actifs, ceux qui auraient besoin d'un accompagnement, alors qu'en réalité, je pense qu'il faut se poser la question du projet qu'on porte. Pourquoi faut des FJT? Parce que le FJT, il a un projet pour la jeunesse. C'est pas juste parce qu'on a dans notre catalogue tous les machins qui vont correspondre. Et je dis ça pourquoi? Parce que si on fait une analogie, par exemple, avec les transports, et qu'on se dit, ah bah tiens, dans mon catalogue, je vais mettre des routes, des voies ferrées. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, bah, je vais mettre 15 voies ferrées, puis 15 autoroutes. Mais en réalité, on ne dit pas la même chose du projet qu'on porte quand on programme des voies ferrées ou des autoroutes. Alors, il y a des moments dans lesquels, effectivement, il faut imaginer des complémentarités. Puis, il y a des moments où on se dit, tiens, est-ce qu'on ne doit pas se dire collectivement qu'on fait un choix? Et le choix, au hasard, on le porte vers plutôt des voies ferrées, au regard en tout cas des objectifs qu'on souhaite atteindre. Et je pense qu'il faut vraiment mesurer ce qu'on programme au regard des objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, loger des jeunes dans les FJT, c'est pas juste leur mettre un toit sur la tête, c'est se placer dans une façon d'envisager l'accompagnement de la jeunesse qui n'est pas avoir ou pas besoin d'une assistante sociale. Voilà, on est vraiment dans autre chose. Et donc, je regrette un peu finalement que le débat porte toujours sur le catalogue. Il y a aussi des jeunes qui n'ont pas, par exemple, de faibles ressources. Ça existe. Un jeune qui est logé dans le logement privé, est-ce qu'on le compte dans notre catalogue ou pas? Finalement, c'est un jeune, il habite quelque part. Donc, je pense qu'il faut davantage serrer le problème et ça nous aiderait en fait à désigner des sous-objectifs et à dire, mais en fait, si on a tel objectif qui soit effectivement d'emmener la jeunesse vers une forme d'émancipation sociale, politique, intellectuelle, territoriale, dans l'emploi, eh ben alors il faut porter des projets de type FJT. Hein. Je ne vends pas ma crèmerie, mais je remarque que si c'est pareil ce qu'on fait en FJT ou ailleurs, c'est effectivement peut-être pas la peine de programmer du FJT parce que c'est plus cher et plus compliqué. On va y revenir. Hein. Vous voyez, donc si c'est exactement pareil de faire de la RSJA et du FJT, il ne faut pas mettre le prix, hein, c'est pas la peine. On peut même à la limite pas faire de RSJA et de FJT du tout en fait. On peut simplement faire du logement pour tous et puis là-dedans s'assurer qu'il y ait quand même quelques jeunes qui y aient accès. Donc bien réfléchir au projet qu'on porte, je pense que c'est préalable à aller dans les catalogues de produits en fait. On va revenir effectivement sur la question de concurrence ou complémentarité effectivement des résidences sociales jeunes actifs et de l'article 609 à la marge avec effectivement les foyers de jeunes travailleurs. Peut-être quand même rappeler que d'une part effectivement dans le plan 80 000 logements jeunes dont
Yves Roche est chargé de la coordination, était quand même dédié dès l'origine 60 000 logements étudiants, 20 000 jeunes actifs, et dans ces 20 000 jeunes actifs, effectivement, n'était prévu qu'un nombre, qui je crois n'a pas été d'ailleurs atteint, de 3 000 places en foyer de jeunes travailleurs, qui elle-même était issue de la Convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF. Donc, peut-être, enfin, on est tous d'accord, me semble-t-il, sur la nécessité de développer des foyers de jeunes travailleurs, mais on voit qu'aujourd'hui, d'une part, comme je l'ai dit en introduction, et je voudrais qu'on porte quand même le regard plus particulièrement sur ce sujet aujourd'hui de l'inégalité des territoires. On a des rapports entre les départements, entre les régions, qui relèvent, et indépendamment de la dynamique démographique ou de la dynamique de développement des régions, on a effectivement des dynamiques dans la production spécifique des foyers de jeunes travailleurs qui sont très très inégales. Globalement, dans l'Ouest, Bretagne, Pays de Loire particulièrement, même Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France, ça continue à se développer. Par contre, c'est beaucoup moins le cas dans d'autres régions, comme PACA, où il y a néanmoins également, effectivement, des besoins aujourd'hui en faveur de la jeunesse qui sont très forts. Je ne dis pas que rien ne se fait, mais effectivement, à mon avis, on est très nettement en besoin. Quel regard par rapport à ça? Je répète toujours, 6 mois après le rapport du CGEDD, compte tenu effectivement de tous les travaux qui ont été faits, vous portez justement sur cette inégalité de développement sur les territoires. Yves Roche, peut-être? Alors, effectivement, je ne me retrouve pas tout à fait dans la présentation de Madame Auffray, avec qui je pense qu'on est totalement d'accord en vérité. Mais l'idée qu'on segmente et on essaie de mettre dans des boîtes, et je vais juste, avant de répondre à Pierre-Marc, je vais juste rebondir sur un point. Je connais le réseau UNA, Jurage, et je sais que un des objectifs que vous avez, c'est aussi la sortie du FJT. Donc, quand aujourd'hui, le gouvernement travaille pour des réponses au logement des jeunes en fluidifiant les conditions de l'accès au logement social, je crois qu'il apporte une réponse en complémentarité et que globalement, on a une forme de cohérence dans ce que nous faisons. Donc, pour les foyers de jeunes travailleurs aujourd'hui, l'année 2021 l'a montré et les tendances 2022 sont plutôt bonnes parce que les conditions en ont été réunies. On a parlé de l'attention portée par les collectivités au sujet, l'attention portée par les bailleurs sociaux qui ont une feuille de route, l'USH a une feuille de route 2022 très riche sur les jeunes, la mobilisation des financements d'Action Logement au travers de l'avenant 2021-2022 à la convention quinquennale qui s'achève à la fin de l'année. Tout ça, ce sont des conditions très favorables qui ont fait qu'en 2021, on a pu financer plus de 1400 logements en foyer de jeunes travailleurs, ce qui fait l'année 2021 une très bonne année par rapport aux années précédentes. Et encore une fois, en 2022, donc on devrait y arriver. Alors, Pierre-Marc a parfaitement lu le rapport de l'IGED, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, et il y a trouvé le point d'attention, et Madame Auffray l'a dit également, le point d'attention de la complexité du projet de foyer de jeunes travailleurs, qui repose sur un appel à projet, puisque le foyer de jeunes travailleurs est encadré à la fois par le Code de la construction et de l'habitation dans sa dimension résidence sociale, et par le Code de l'action sociale et des familles, donc en tant qu'établissement service médical ou médico-social. Donc effectivement, il y a un petit point de complexité là-dessus que l'IGED a relevé, et comme l'a dit Pierre-Marc, l'IGED l'a relevé en constatant un vécu sur le territoire différent, donc avec des territoires où le ressenti des acteurs et le ressenti de l'accompagnement de l'émergence des projets, donc plutôt un ressenti facilitateur, et d'autres territoires où à certains moments, on a pu trouver que l'appel à projet était un carcan un peu trop serré dans lequel on n'arrivait pas forcément à glisser le vrai projet de terrain, celui qui a des spécificités liées au partenariat qu'on met en place et que quand on impose dans l'appel à projet une jauge avec un nombre de places, une localisation trop précise ou une temporalité de réponse à l'appel à projet avec une échéance de remise de copie qui est difficile à tenir, alors ça peut effectivement être vécu comme contraignant. Pierre-Marc l'a dit, il est exact que dans le rapport de l'IGED, il est mentionné la question d'une évolution législative qui pourrait faire passer de la situation d'appel à projet aujourd'hui à une situation d'appel à manifestation d'intérêt au fil de l'eau. C'est exact. Mais aujourd'hui, il n'y a pas à ce stade de chantier législatif ouvert sur ce point précis.
Ça peut venir, mais il n'y a pas à ce stade de chantier ouvert. Alors, on n'est pas resté pour autant les deux pieds dans le même sabot depuis le printemps et même avant. Ce que nous encourageons dans un dialogue continu avec les services de l'État sur les territoires, on encourage au partage d'expériences. C'est-à-dire qu'on a largement fait connaître les territoires qu'indiquait Pierre-Marc, où ça semble être plus facile, plus accompagnant, avec une approche qui permet au projet de foyer de jeunes travailleurs d'aller jusqu'au bout. Donc, et on a encouragé ce travail-là. Moi, je salue également le travail de l'URAGE Île-de-France, qui, en relation avec la DRIL, a ouvert la réflexion sur quel est le bon cahier des charges, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation de droit où il faut passer par la case appel à projet. Comment est-ce qu'on peut y passer en accompagnant véritablement l'émergence des projets, comme c'est vécu beaucoup plus positivement, Pierre-Marc l'a dit, dans l'ouest de la France. Voilà des choses qui se mettent en place en attendant possiblement l'ouverture d'une réflexion législative. Mais encore une fois, aujourd'hui, en France, les services sont tendus dans l'objectif de produire du logement pour les jeunes et des foyers de jeunes travailleurs en particulier. Cela figure explicitement dans la circulaire de programmation annuelle des aides à la pierre comme une priorité. Et les résultats pour 2021 et vraisemblablement pour 2022 sont plutôt positifs sur le sujet. Marianne, tu veux réagir? Là, avec le micro, pardon. Là. Le fameux rapport qu'on appelle maintenant de l'IGED, plus connu sous son célèbre nom de rapport du CGE2D, qui vient de changer de nom, effectivement, voilà, proposer une analyse hyper fine et par ailleurs très, très favorable à la programmation des FJT, et puis pointer un certain nombre de difficultés. Une des difficultés qui remonte beaucoup dans le réseau, donc effectivement, le réseau UNAGE, c'est 300 adhérents et 90 000 logements logés dans 45 000 logements. Pour donner, bon voilà, on commence à pouvoir observer des choses. Et ce qu'on voit, c'est que dans la programmation neuve, on n'a pas encore abordé l'action des réhabilitations, bien qu'en fait, ce soit quand même assez lié, toutes ces affaires. Mais dans la programmation neuve, on voit qu'on a un tour de table des financeurs assez difficile, puisqu'en fait, pour que le FJT puisse être programmé, il faut qu'il y ait des financements volontaires, notamment de la part des collectivités. Donc, on peut, les plans de financement, quand on les observe, on voit que il est possible de faire quelque chose avec la base de la base, c'est-à-dire un financement en PLAI, mais effectivement, à condition qu'on puisse également financer un peu d'espace collectif. Enfin, la question du plan de financement de base, pour qu'elle soit extrêmement solide, elle est très dépendante du fait qu'il y ait des financeurs volontaires. Donc ça, il faut à un moment le clarifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire que le FJT est lourd. Il faut qu'une fois qu'on a défini les priorités, puisque c'était effectivement le sens de ma première intervention, quand on est sûr que c'est ça qu'on veut faire, qu'on y accorde de l'importance, et bien, une fois qu'on a la décision politique, il faut savoir comment on veut s'y prendre. Mais je pense que quand on veut, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, pour le coup, il faut effectivement définir un espèce de tour de table type dans lequel les collectivités sont engagées à finalement regarder leur intérêt dans la programmation d'un FJT. Quand je dis regarder leur intérêt, c'est parce que les foyers jeunes travailleurs sont à un endroit de conjonction entre des intérêts divers qui vont regarder l'intérêt de l'aménagement du territoire, l'intérêt des CFA sur les territoires, l'intérêt de pouvoir loger des jeunes vulnérables ou ex-vulnérables. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui ont des morceaux d'intérêt dans le FJT. La difficulté étant de réunir toutes ces personnes, de dire ok, on travaille ensemble et en plus, on essaye que nos intérêts, au lieu d'être antagonistes, deviennent des intérêts conjoints. Donc de fait, on a des plans de financement difficiles à tenir. On a d'autant plus là dans les mois qui viennent parce que hausse des coûts de construction, hausse des coûts d'assurance, inflation, bon, ça ne va pas aider quelque chose qui était déjà un peu compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des créations des FJT. Comme tu le disais, Pierre-Marc, il y a des zones où ça sort. Donc, il faut regarder les zones où ça sort et regarder comment ça se fait dans les zones où ça sort. Ça existe. Il y a des méthodes pour le faire puisque ça existe. Et donc voilà. Après, c'est vrai que quand je parlais de toutes ces parties prenantes et de ces personnes qui s'intéressent, alors ça fait la beauté du style, du FJT, de la résidence habitat jeune. Le problème aussi, c'est que ça a aussi une petite tendance à dire que toutes les parties prenantes se disent « c'est pas moi, c'est l'autre qui doit s'en occuper ». Nous, on le voit en tant que tête de réseau.
parce qu'en fait, on est à la conjonction d'un certain nombre de politiques publiques qui sont l'emploi, le travail, les affaires sociales, l'enfance, le logement. Et chaque fois qu'on va voir un financeur ou une administration, il dit « Ah, mais non, mais c'est pas vraiment moi, en fait, c'est surtout l'autre qui doit s'en occuper. » Donc, bon, il y a un moment aussi où, en termes d'organisation et de méthode au niveau de l'État, il faut voilà, qu'il y ait un peu de force de conviction et qu'on ne renvoie pas aux têtes de réseau la faiblesse de leur plaidoyer. Enfin, je veux dire, nous, on peut plaidoyer comme des dingues, hein, mais je veux dire, il y a un moment, il faut que ce soit entendu. Ce que je constate quand même, c'est que, par exemple, là, maintenant, dans un moment de programmation, je pense que les services de l'État et les services des collectivités territoriales, il ne s'agit pas d'accuser, qui vont concerner le secteur du logement, ne sont pas suffisamment en lien avec l'unique financeur public qui vient financer les FJT, qui est la CNAF. La CNAF est en préparation de sa COG, donc qui prépare quand même une programmation à 3 ans. Je constate une insuffisance du dialogue entre administration et entre parties prenantes. Donc ça par exemple, ça pourrait être fait, ça pourrait mieux dialoguer, ça pourrait s'entendre. On nous renvoie pas mal quand on va auprès de la CNAF en disant voilà comment ça va se passer là. Il y a des fonds propres parfois qui viennent renforcer les capacités à investir. Il y a tout ça qui peut se passer. Je constate une insuffisance assez majeure du dialogue au plus haut sommet. Donc on va l'encourager, vous et nous. Je dis vous, Pierre-Marc, tous ensemble. Je pense qu'on va l'encourager. Et c'est vrai qu'il faudrait un peu d'huile dans les rouages et que ça n'est pas seulement partie liée avec une lourdeur d'albatros qu'on suppose associée au FJT. Pas que le FJT qui est lourd, hein, il y a aussi le fameux millefeuille qui peut être un peu indigeste. Bon, voilà, chacun prend sa part, hein, on essaie de ne pas participer à tout ça, mais je dois dire qu'on ne peut pas sans arrêt renvoyer la difficulté de programmation aux parties prenantes qui sont les opérateurs de terrain. Voilà. On est parfaitement d'accord sur cet aspect, Marianne. Effectivement, le fait qu'aujourd'hui est en train d'être discutée une nouvelle convention d'objectifs et de gestion dont on peut espérer, en tous les cas, qu'elle ait des objectifs plus ambitieux que la précédente. 3000 logements, c'est quand même pas énormément. Et pour autant, on n'est pas tout à fait sûr qu'on les ait atteints. Et je pense qu'effectivement, on a à avoir, comme tu le disais, une attention particulière sur là où ça marche et là où ça ne marche pas. Et je pense que les responsabilités sont très très partagées. Nous avons présenté hier, dans le cadre des rencontres nationales de l'UNAFO, un travail qui a porté l'attention sur les études d'impact socio-économique, où un certain nombre de FJT ont été mentionnés. Et on voit que ces FJT, quand ils sont compris, quand l'ensemble des collectivités publiques, quelles qu'elles soient, collectivités territoriales, les services de l'État, sont moteurs dans la production, on peut arriver, même en secteur rural, pour des réponses. On a dans l'étude, par exemple, un petit FJT, un adhérent commun à l'UNAGE et à l'UNAFO qui est Adélis. On a porté l'attention effectivement sur un FJT qui a été monté en secteur rural. Il y a eu effectivement une dynamique collective de l'ensemble des acteurs, l'opérateur gestionnaire de FJT, des entreprises, effectivement des collectivités territoriales, et ça a évidemment fonctionné. Mais on s'aperçoit qu'il y a des blocages. Il y a des blocages sur un certain nombre de territoires, et ces blocages ils sont à tous les niveaux. Tu prenais l'exemple effectivement j'ai invité Yves Roche à participer à un comité de pilotage dans une grande métropole, quand on a évoqué la question effectivement des fonds propres, qui effectivement sont des fonds propres des CAF locales, qui sont un des éléments absolument indispensables, puisqu'il n'y a pas de financement dans les modèles FJT, et les FJT effectivement ont beaucoup plus effectivement d'espace collectif que ne peuvent en avoir évidemment d'autres formes de logement. Globalement, il y en a un peu plus effectivement que dans les résidences sociales. C'est vrai qu'on attend que ces fonds propres au CAF permettent effectivement notamment de contribuer au financement de ces espaces collectifs. Et d'une CAF à l'autre, on a des politiques qui sont effectivement très très hétérogènes, y compris d'ailleurs au sein de la même région. J'évoquais effectivement ces fonds propres et cette question du comité de pilotage. Est-ce qu'on peut porter l'accent de façon un peu particulière aussi sur la question des réhabilitations ?
Marianne, je te laisse. On sait que le sujet de la réhabilitation des FJT est un sujet central. Comment est-ce que l'UNAGE, de façon générale, appréhende-t-elle le sujet? Alors, effectivement, c'est central, mais ce n'est pas central seulement dans l'aspect il y a des passoires thermiques, il faut les rénover. C'est une chose, et ça, il faut qu'on travaille là-dessus, à aller trouver des financements plus identifiables, plus lisibles, plus faciles à saisir. Je ne sais pas à quel point Action Logement sera un acteur dans cette partie-là, mais en tout cas, il faudrait aussi s'en assurer, parce qu'on est aussi dans un moment politique où Action Logement prépare aussi sa programmation et il faut pouvoir s'y inscrire. Mais la réhabilitation, elle n'est pas seulement thermique, elle concerne aussi la réhabilitation des usages, puisque certains établissements ont été prévus à un moment où la question de l'intégration des usages privés pouvait être en bout de couloir, c'est-à-dire la question de la cuisine, de la salle de bain, est-ce que c'est à l'intérieur, à l'extérieur, est-ce que c'est collectif, voilà, toutes ces interrogations, elles sont finalement, elles sont obsolètes. Les interrogations ne sont pas obsolètes, mais l'usage des locaux, il peut assez vite devenir obsolète. Donc, on a des besoins en rénovation. Et puis, toutes ces questions-là ont aussi des répercussions sur les modalités du projet. C'est-à-dire, évidemment, un bâtiment dégradé aura une influence sur le peuplement, de façon assez nette. Or, le peuplement, c'est une clé dans le modèle économique et le modèle d'ambiance générale au sein des FJT. C'est-à-dire que si le bâtiment est dégradé, on va effectivement avoir tendance à associer le foyer jeune travailleur à de la grande pauvreté. Alors, du côté des élus locaux, c'est la panique. Ouh là là, on va me programmer quelque chose qui ne va pas plaire aux habitants. Donc, on a effectivement un enjeu de réhabilitation qui dépasse même la question la simple question, si j'ose dire, de la passoire thermique, qui n'est déjà pas un sujet simple. Les enjeux de mixité sociale au sein des foyers jeunes travailleurs ne peuvent être réalisés que si le bâtiment est adapté, et le bâtiment est confortable, le bâtiment correspond aux usages, le bâtiment est valorisé sur la commune. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est plutôt source de fierté que source de relégation. Donc, les enjeux de réhabilitation sont forts. On a besoin d'outils très clairement plus importants. Ça ne peut pas simplement être des prêts. On voit qu'on a un certain nombre d'associations qui peuvent effectivement saisir des prêts, mais on a besoin de crédits d'impulsion. On a besoin d'une pallulos assez claire qui puisse être utilisée sur la réhabilitation. Nous, de notre côté, on a plein de choses à faire aussi en tant que tête de réseau, c'est-à-dire on doit encourager des adhérents à aller provoquer chez leurs bailleurs une prise de conscience, si tant est que ce ne soit pas le cas. Alors, on peut espérer que les bailleurs étaient quand même aussi sensibilisés à la cause, mais on a, nous, 90% de nos adhérents qui sont locataires du parc social. Donc, évidemment, la première entrée dans la question étant notamment, par exemple, le DPE, qui va conditionner l'accès à des crédits, comme ça a été le cas pour les plans de relance. Le DPE, théoriquement, c'est l'affaire du bailleur. Donc, comment améliorer le dialogue de gestion entre un bailleur et l'association gestionnaire de foyers jeunes travailleurs, de façon à ce qu'ensemble, ils se disent « Ah, mais il faut qu'on travaille ensemble, il faut que le DPE soit fait, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on imagine le projet ensemble. » Bon, comme on sait tous, la coopération, c'est probablement le maillon le plus compliqué dans emmener les processus de changement. Donc, effectivement, de notre côté, on doit trouver des méthodes extrêmement précises qui relèvent à la fois de la technique et en même temps du dialogue au sens de l'élaboration d'un dialogue d'idées et qui permettent en fait aux gestionnaires et aux bailleurs de programmer à très court terme des réhabilitations qui favoriseront à la fois la planète et l'accueil des jeunes. Yves Roche, je vous laisse réagir. Oui, alors je reviens une seconde sur le développement de l'offre et puis je réponds sur la réhabilitation. Donc sur le développement de l'offre, je confirme que c'est une priorité bien identifiée, que nous suivons de près en relation avec les services territoriaux, avec des financements qui sont côté État, Fonds national d'aide à la pierre, le petit supplément qui n'est pas neutre du tout sur les PLAI d'Action Logement ces 2 dernières années, des financements qui sont très encourageants, mais Marianne Offray l'a très bien expliqué, ce n'est pas uniquement avec ça que le projet sort, il faut qu'effectivement le tissu local s'engage également autour du projet. Donc on est d'accord, mais en termes de priorité, il ne peut pas y avoir de doute. Je voudrais également dire de manière simple que les têtes de réseau national ont un rôle très très important d'aiguillon,
de taquinerie, de pousse à la décision que je respecte profondément. Permettez-moi juste, Madame Offray, de vous dire que je connais un peu mieux le travail inter-administration et inter-outil-État pour témoigner qu'il y a des relations très régulières naturellement entre les administrations centrales et que sur la COG de la CNAF, nous avons eu naturellement un temps d'échange important avec la CNAF, la DHUP et la DIAL cet automne. Donc on est complètement en relation et on partage le même objectif de développement de l'offre nouvelle. Sur la réhabilitation, je voudrais dire un mot de 2021-2022 et puis faire un appel pour 2023. 2021-2022 ont été 2 années du plan de relance avec un accompagnement vraiment ciblé sur ces années-là, avec une priorité mise sur la rénovation énergétique. Et les foyers de jeunes travailleurs appartenant au parc de logements sociaux, ils émargeaient aussi donc à la mesure du plan de relance sur les logements sociaux. 11 opérations ont pu être accompagnées de manière très significative par la Palulos, ou plutôt l'accompagnement financier ressuscité pour ces 2 années-là dans le cadre du plan de relance. Pour vous donner une idée, alors les chiffres sont petits, mais quand on compare aux années précédentes, ils sont très significatifs. Je vous indique donc 11 opérations qui représentent plus de 500 logements après travaux. Il est vrai qu'on a perdu un peu de logements entre avant-travaux et après-travaux, puisque au-delà de la rénovation énergétique, il y avait parfois du réaménagement des foyers de jeunes travailleurs, mais on est quand même à plus de 500 logements réhabilités après travaux. On est passé d'étiquettes énergétiques G, F, quelques E aussi, donc à des étiquettes énergétiques B ou C, comme le prévoyait le cahier des charges. Et ces opérations engageaient un volume de plus de 23 millions d'euros, accompagné à hauteur de plus de 6 millions d'euros donc par la Palulos, ce qui représente à peu près autour de 30% d'accompagnement Palulos, et ça a été déterminant dans le fait que les opérations ont pu se concrétiser. Ça fait des sommes considérables par logement, hein. Je crois que Mme Offray l'a indiqué, une opération de réhabilitation, c'est des gros moyens. Donc, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par logement, hein. On est entre 30 et 40 000 euros par logement réhabilité, avec parfois des restructurations. Alors, on peut dire que les chiffres sont petits, parce qu'après, vous allez me dire, 11 opérations, ce n'est pas grand-chose. Un peu plus de 500 logements, ça représente 1% du parc de FJT, qui lui-même, rappelons-le, ne représente que 1% du parc de logements sociaux. Quand on regarde l'enveloppe qui a été consacrée, on est sur une enveloppe on est sur 1,4% de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'il y a bien eu une priorité mise sur les foyers de jeunes travailleurs. Si on avait fait une règle de 3 entre l'enveloppe et ce que représentent les foyers de jeunes travailleurs dans le parc social, qui plus est, ce sont des plus petits logements, on ne serait pas arrivé à ce résultat-là. Donc le résultat peut paraître modeste. Moi, je vois que 2021 et 2022 ont été 2 bonnes années pour la réhabilitation. Et au terme d'une enquête dont j'ai déjà parlé à Mme Offray et M. Lavalès, et je transmettrai naturellement le document, au terme d'une enquête, on peut dire qu'il y a peu de projets, enfin, il n'y a même pas de projet qui n'ait pas pu être accompagné, dès lors, évidemment, qu'il respectait le cahier des charges, c'est-à-dire avec une étiquette énergétique défavorable au départ, parce qu'il y a d'autres projets qui n'ont pas été embarqués parce qu'on partait d'un foyer de jeunes travailleurs étiqueté D. Hein, donc, effectivement. Donc, mais globalement, on a pu accompagner tous les projets qui ont été présentés, donc 11 sur ces 2 dernières années. Il y a 1 ou 2 projets qui n'étaient pas prêts à temps, mais qu'on va pouvoir vraisemblablement rattraper. Alors, comment on aborde 2023 ? Alors, moi, je ne peux pas vous donner aujourd'hui d'assurance, de montant et de cahier des charges. Mais on va quand même se placer dans le scénario où il y aura une enveloppe en 2023 et un cahier des charges associé à l'enveloppe. Donc, comme c'est écrit dans le rapport du CGEDD devenu IGED, comme l'a rappelé Mme Offray, comme c'est écrit, je vous encourage fortement à bien connaître donc, le parc de FJT dans ces 2 dimensions. Donc, la dimension, effectivement, performance énergétique, Mme Offray l'a dit, effectivement, il y a un rôle très important du bailleur social, mais nous serions vraiment très preneurs d'une indication. Reste-t-il encore aujourd'hui beaucoup de foyers de jeunes travailleurs étiquetés G ou F? C'est une information qui nous serait précieuse. Ils ne sont pas tous très mauvais énergétiquement. Donc, Pierre-Marc évoquait une visite qu'on a fait récemment dans un bâtiment qui appelle un programme de réhabilitation assez lourd, mais qui est étiqueté D. Hein. Donc, mais si on regarde déjà la priorité G, F et un peu E, hein, qui était dans le cahier des charges précédent, donc connaître un petit peu le nombre de FJT devant nous pour être sûr cette fois-ci, dans la prochaine étape, d'emporter les opérations de réhabilitation, ça nous serait extrêmement précieux. Et puis, le rapport de l'IGED, effectivement, pointe des besoins qui ne seraient pas que de la réhabilitation énergétique,
mais dit avec objectivité qu'à ce stade, nous manquons de connaissances du parc, de ses caractéristiques et d'un petit peu là aussi du nombre d'opérations qu'il y aurait à accompagner. Donc pour 2023, mettons-nous vraiment dans une hypothèse positive de scénario où il y aura une enveloppe, il y aura un cahier des charges et regardons avec les territoires, avec l'USH, je sais qu'il y a un dialogue entre vous et l'USH sur le sujet, combien il reste de FJT qui sont vraiment de très très mauvaises performances énergétiques car ils seront dans le cœur de cible prioritaire, et comment ouvrir à des opérations de réhabilitation donc, qui emportent autre chose que la rénovation énergétique. Je pense qu'on est complètement en phase là-dessus et que 2023 se prépare déjà maintenant. Je peux réagir. Je pense que c'est pour ça tout à l'heure je parlais un peu de notre répétition. C'est qu'on a cette conversation un peu de la même façon qu'on l'a eu il y a 6 mois, il y a 1 an, enfin il n'y a pas tellement plus qu'1 an et demi, mais on ne peut pas complètement faire abstraction du fait que ces difficultés étaient déjà là à l'époque, mais qu'on est quand même dans un moment qui vient accuser les difficultés du modèle socio-économique du FJT et dont on doit tenir compte dans la programmation des réhabilitations comme la programmation neuve. On savait que c'était un modèle socio-économique fragile, la résidence sociale, dans le grand ensemble des résidences sociales, dont le FJT. Mais là, en fait, je ne sais pas à quel point on peut avoir des objectifs si optimistes en termes de programmation, dans la mesure où on est quand même aussi dans un climat où les opérateurs sont un peu éberlués en fait par la hausse des coûts de l'énergie, éberlués par les effets induits de la hausse des ressources humaines, enfin en tout cas voilà, avec donc une forte augmentation des charges, une diminution relative des produits, en tout cas un modèle pas très sexy pour se mettre à programmer. Donc je pense qu'effectivement, en dehors voilà, de ce qu'on s'est déjà dit sur combien on programme, et je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'on n'est pas dans le même contexte il y a 1 an. Il faut quand même beaucoup de volonté en fait pour inscrire une programmation neuve. Ce qu'il faut voir, c'est que l'initiative associative, quand elle doit programmer, c'est extrêmement compliqué. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y avait si peu de projets prêts à partir dans le plan de relance. C'est que, ok, c'était peut-être toutes les étiquettes dégradées qui sont parties, mais il fallait avoir le projet prêt à partir. Et je pense qu'en fait, ce qui a empêché des programmations de réhabilitation d'être effectives, c'est surtout que le calendrier était super précis. Il fallait avoir vraiment tout, un espèce d'alignement des planètes qui n'a pas permis autant de réhabilitation qu'on aurait souhaité. Mais je pense que pour le coup, si on veut évaluer cet aspect-là, c'est un élément central en fait. Est-ce qu'il y a de la confiance? On parle de ça en économie, la confiance des consommateurs, la confiance des entreprises. Et bien là, moi, je pense qu'il faut tenir compte du fait que la confiance des porteurs, la confiance des gestionnaires, elle est quand même assez abîmée par un moment de fragilité là qui va avoir peut-être tendance à faire que les gens se rétractent un peu en disant « Ouh là là, moi, j'ai une programmation de 400% de hausse sur mes coûts de fluide. Je ne vais peut-être pas être dans un moment où je vais programmer une résidence supplémentaire. » Voilà, ce n'est pas contradictoire à ce que vous disiez, Yves. C'est juste que je pense qu'il faut avoir en tête qu'on n'est pas dans le même moment politico-technique qu'on l'était il y a 1 an. Voilà, et qu'il faut peut-être développer des stratégies supplémentaires si on veut remplir les objectifs qu'on s'était donnés à une période moins difficile, avec une inflation infiniment moindre, avec pas du tout le même contexte socio-économique. Il est clair qu'effectivement, je ne peux que rejoindre Marianne Onfray sur cet aspect-là. Alors, sur les 2 dimensions, effectivement, que tu as fait valoir, Marianne, à la fois, effectivement, ce point, on vous l'a fait valoir à plusieurs reprises, Yves, à savoir le fait que la maturité, effectivement, des projets est très, très variable. Or, le fait d'ouvrir une enveloppe sur des temps très courts, 2 ans pour favoriser l'émergence d'un projet qui est global, avec énormément de partenaires, et c'est la raison pour laquelle on avait évoqué, je vous avais proposé de participer à ce comité de pilotage sur un foyer de jeunes travailleurs, sur lequel, effectivement, il y a à la fois la question de la rénovation énergétique, et c'est toujours la même difficulté, c'est la question de la case. Là, on avait une case qui était DE,
Pourquoi? Parce qu'il y avait un chauffage urbain. Mais le bâtiment est certes effectivement bénéficie d'un chauffage urbain qui est avec des fluides qui sont mixés, mais de notre côté, effectivement, c'est une vraie passoire énergétique. Donc on se retrouve coincé par, d'une part, effectivement, des cases administratives qui peuvent avoir un certain nombre de lourdeurs dans la définition même, effectivement, de l'étiquette énergétique et de l'ouverture possible d'aspects. On a eu quand même, et je pense qu'il faudrait y attacher un regard un peu particulier, il y a eu quand même un certain nombre, effectivement, de FJT qui étaient mûrs, qui auraient pu être réhabilités, qui n'ont pas pu l'être dans ce cadre-là. Il y a la question de la rénovation de l'offre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une attente majeure de passer plutôt sur du studio que de rester sur de la chambre où il faut descendre dans des cuisines collectives pour préparer sa popote. Il y a une attention particulière, et ça rejoint ce que disait Marianne et sur lequel nous sommes évidemment parfaitement d'accord. Il est clair qu'un bâtiment dégradé, ça renvoie une image qui est négative, et de fait, j'ai un de mes adhérents qui dit on a l'occupation que le bâti reflète. Donc souvent, quand on a des bâtis qui sont obsolètes, on a des populations qui sont plus en difficulté. Quand on a des bâtis qui sont propres, rénovés, attrayants, effectivement, il est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup plus de mixité et des populations beaucoup plus diversifiées, comme c'est le projet, effectivement, des foyers de jeunes travailleurs. Évidemment, et là aussi, cette webconférence s'inscrit dans la continuité des débats que nous avons eus ces 2 jours derniers à Marseille. La question aujourd'hui du modèle économique est fortement bousculée, effectivement par l'inflation générale, des matériaux de construction. Didier Joanneau l'a rappelé en séquence d'ouverture l'autre jour, par également la hausse des taux d'intérêt et évidemment par tout ce qui est la crise énergétique. Yves, vous voulez une autre réaction ou on enchaîne sur Non, je crois qu'on est totalement d'accord. Je voudrais saluer l'intensité de la première séquence de mardi matin à Marseille, où ce qu'a rappelé Madame Auffray comme point d'attention majeur a été parfaitement exprimé. Et vous savez comme moi, et vous êtes partie prenante même plus que moi, du dialogue avec les décideurs nationaux sur le sujet pour répondre à ces gros points d'attention. Donc on est complètement d'accord, et bravo pour la séquence Marseille de mardi matin, où ça a été dit dans des termes d'une grande précision, d'une grande netteté, et que j'ai naturellement, avec ma collègue de la Dial, complètement rapporté à notre... Merci. J'ai souhaité également sur cette... Alors, ça a été évoqué déjà en filigrane à plusieurs moments de nos échanges, la question de la complémentarité, effectivement, entre foyer de jeunes travailleurs et résidence sociale jeunes actifs. C'est vrai que l'UNAFO s'est fortement mobilisé pour permettre effectivement la poursuite de la production de résidences sociales jeunes actifs. Je rappelle qu'en 2015, la DRIL avait dit on arrête la production de résidences sociales jeunes actifs au bénéfice effectivement de résidences sociales généralistes. Il y avait dans les années 2010 à 2015 une production qui était autour de 1000 à 1200 logements par an en résidence sociale jeunes actifs, effectivement sur l'Île-de-France. Nous avions alerté la DRIL à ce moment-là en disant si vous arrêtez ça, ça ne peut pas être compensé par de la production de résidence sociale généraliste et pas plus sur de la résidence sociale FJT. On n'a pas cherché à faire les Cassandres, mais ça s'est traduit de fait. Il y a eu une petite augmentation de la production des FJT après 2015, une petite augmentation de la production de résidence sociale généraliste, mais très modeste. Et évidemment, cette offre n'a pas été compensée. Donc, de fait, nous, on a cessé de plaider pour cette complémentarité, effectivement, dans les dispositifs. Par ailleurs, pour nous, le modèle économique d'une résidence sociale jeunes actifs, au niveau de l'investissement, est identique, effectivement, à celui des FJT. Il n'y a pas de concurrence, en tous les cas, en termes de la construction, sinon, effectivement, sur les espaces collectifs, comme je dis, mais qui peuvent être compensés
par des apports, notamment effectivement des CAF sur la question des fonds propres. Une des choses qui me semble-t-il, en tous les cas, j'ai eu l'occasion d'en partager avec de nombreux opérateurs, y compris le FJT, c'est que malheureusement, beaucoup de FJT sont obligés de financer sur la redevance l'accompagnement socio-éducatif. Donc, pour rappel, hein, la CAF, effectivement, prend en charge 30% de la masse salariale destinée aux projets socio-éducatifs, donc charge, évidemment, par ailleurs, à trouver 70 autres pourcents. Ces 70 autres pourcents ne doivent pas être pris sur de la redevance. Donc nous, il faut bien séparer effectivement le financement de ce qui relève de l'immobilier, de ce qui relève du projet socio-éducatif. Et de ce point de vue-là, les inégalités territoriales sont abyssales. Il y a des territoires sur lesquels l'accompagnement socio-éducatif est très bien financé, et sur d'autres territoires où, très objectivement, les gestionnaires sont obligés de prendre sur les sommes dégagées par la redevance le financement donc, du projet socio-éducatif. Donc pour nous, la bataille entre guillemets en faveur des FJT, elle doit être également sur le financement de l'accompagnement social, au moins autant que sur la question de l'investissement. Et c'est aussi dans ces conditions-là qu'il n'y aurait une moindre concurrence entre les dispositifs qui pourraient se déployer de façon beaucoup plus complémentaire, comme on l'a fait effectivement en Île-de-France dans le cadre du cahier des charges qu'on a élaboré avec la CAF de Paris et effectivement avec l'ADRE. Donc pour nous, effectivement, en tous les cas, c'est absolument indispensable que des jeunes actifs qui sont plutôt plus âgés, qui effectivement ne seraient pas dans les publics prioritaires des FJT, puissent effectivement accéder à ces résidences sociales jeunes actifs. Donc je sais que c'est un point parfois d'incompréhension ou de divergence entre nous avec l'UNAGE, et il me paraissait important en tous les cas de profiter de ce webinaire, on l'a fait évidemment en toute amitié et transparence, qu'on puisse aborder le sujet. Marianne, je te laisse réagir. Ben, moi, à force de parler de ce truc, je me demande si j'ai bien compris en fait, parce que c'est pas faute d'y avoir réfléchi, c'est pas faute d'avoir écrit sur ce sujet. En fait, je comprends même pas pourquoi on a inventé les résidences jeunes actifs. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a été à l'origine de la création de ces dispositifs? Je sais pas quels sont les attendus et je sais pas par quel genre de pragmatisme on s'est dit ah ben tiens, on va créer ce truc parce qu'on n'arrive pas à faire autre chose. Enfin, voilà. Je dis ça parce que en fait, le projet du foyer jeune travailleur, c'est pas un foyer, c'est pas une MEX. C'est un projet où, en fait, à l'intérieur d'un foyer jeune travailleur, se rencontrent des gens qui ne se seraient pas croisés ailleurs. C'est pas juste un abri sur la tête. Donc, j'ai pas compris à quel attendu répondaient en fait les résidences jeunes actifs. Soit c'est important l'accompagnement socio-éducatif et auquel cas on se donne les moyens de le financer, soit c'est pas important et alors là, faut même arrêter les FJT. Enfin, je veux dire, parce que dans mon idée, cette espèce de cohabitation qu'on nomme un peu rapidement complémentarité encourage en fait des effets de segmentation des populations. C'est-à-dire que finalement, dans l'inconscient de notre programmation, ça veut dire que on pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin de rien, c'est ça? Ou pas de grand-chose? Ou de quoi d'ailleurs, en fait? Ceux qui vont en RSJA, ils ont besoin de quoi? Pour qu'on leur destine ce programme-là, ça veut dire qu'on imagine quoi de leurs besoins? Et versus un autre public qui aurait donc des besoins autres, mais dont je n'ai pas exactement bien compris en quoi ils étaient antagonistes avec ceux des résidences sociales jeunes actifs. Donc si je me dis, bon, on n'arrivait pas à programmer des FJT parce que ça pesait 3 tonnes, parce qu'il y avait des appels à projets et que ça avait une image nulle, bon, bah, on s'est dit, on va appeler un autre projet d'une autre façon. Okay. Bon, il y a une espèce de pragmatisme qui n'est pas le mien, mais en tout cas, je peux imaginer le truc. Mais alors, de là à imaginer une complémentarité, je trouve que c'est un peu... En fait, je comprends pas je comprends pas cette façon de faire. Dans un foyer jeune travailleur, il y a à la fois des apprentis, des jeunes actifs, des gens qui vont bien, des gens qui vont pas trop bien. C'est même l'hypothèse philosophique du projet. Donc pourquoi est-ce qu'on irait prendre la partie qui va, donc, ce que j'en comprends, suffisamment bien pour les mettre dans un dispositif qui est le même, mais pas vraiment? Voilà. En fait, je pense qu'il y a un manque de clarification de ces projets. Je reviens à chaque fois au début de mon intervention. Hein.
quand on s'est dit collectivement ce qu'on voulait, c'est quand même infiniment plus facile de faire découler une programmation de ces buts-là. Là, j'ai l'impression qu'on a la case B12 et la case C13 et qu'on se dit, bon, bah, elles peuvent vivre ensemble. Oui, oui, la case B12 et la case C13 peuvent vivre ensemble. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut collectivement faire? Moi, je pense que c'est dommage de se passer dans le projet FJT, d'avoir aussi des jeunes actifs qui pètent la forme, qui sont un peu plus âgés. Il y a des jeunes, je trouve un peu dommage aussi pour les jeunes vulnérables de ne pas croiser des itinéraires qui sont positifs et où on ne renvoie pas sans arrêt la jeunesse vulnérable à sa vulnérabilité, voilà, qu'il y ait des processus d'identification possibles sur une jeunesse qui va mieux, et inversement, pour ceux qui vont bien, se dire, tiens, bah, 1 an dans ma vie, 9 mois, 9 mois c'est le temps de séjour moyen dans notre réseau, 9 mois dans ma vie, ben, je vais croiser des gens que je ne vais plus croiser au boulot parce qu'en fait, la reproduction sociale est telle qu'en fait, on est toujours avec les mêmes que soi. Voilà, donc ça vient réinterroger le projet. Et c'est ce qui fait que le foyer jeune travailleur n'est pas uniquement une solution logement, c'est aussi un projet de société. Enfin, voilà, Alors, les projets de société, moi, je sais que quand j'ai commencé à militer, on me disait, les projets de société, c'est pour les rêveurs, et puis dans des bureaux, des gens bien sérieux qui s'occupent des chiffres et de la technique, et puis en fait, ça n'a rien à voir. Sauf qu'en fait, ça n'a tellement rien à voir que pour l'instant, on s'aperçoit quand même, si on se saisit d'une autre analogie, pour éviter la répétition, il faut faire des analogies avec d'autres champs, j'en suis persuadée. Dans un autre champ, on s'aperçoit qu'il y avait des doux rêveurs qui étaient des écologistes et qui disaient des trucs sur le fait qu'il fallait des arbres et des oiseaux. Et puis maintenant, on a la Fédération des assureurs qui dit, voilà, dans les 30 années à venir, les coûts à venir du fait qu'on n'ait pas pris en compte les questions d'écologie, ben en fait, ça va doubler. C'est 183 milliards à 2050. Donc moi, je dis que les projets de société, ça n'a pas rien à voir avec une façon tout à fait technique et tout à fait rationnelle d'envisager les choses. Donc, ce n'est pas les idées contre le pragmatisme, c'est comment est-ce qu'on fait pour porter des idées et puis que ça s'incarne dans des produits aussi. Un projet, ça s'incarne dans un produit, et inversement, sur des allers-retours. Ni l'un ni l'autre ne sont des champs que je conteste, mais à un moment, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut. C'est pas... Voilà. Donc peut-être après tout, une fois vous avoir dit ça, peut-être finalement, je vais comprendre aujourd'hui en quoi consiste la complémentarité, mais je vous assure, messieurs, que ce n'est pas faute d'y avoir réfléchi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors, peut-être, effectivement, le FJT a un cadre qui a notamment effectivement été, qui est notamment fixé par la circulaire de la CAF, de la PSE. J'ai parmi mes adhérents, mais je n'en doute pas, parmi les adhérents de l'UNAGE, il y a le même souci. Il y a un certain nombre, effectivement, de structures qui ont un statut de FJT et qui, lorsqu'il y a des contrôles CAF, se prennent des pénalités parce qu'effectivement, ils ont dérogé sur tel ou tel aspect. Et c'est vrai que la résidence sociale jeunes actifs, elle est un peu née, finalement, de cet hyper-contrôle, me semble-t-il, qui existe de façon aussi très hétérogène selon les territoires. Les premières résidences sociales jeunes actifs, je me permets de le souligner, elles sont nées beaucoup autour de Disneyland Paris. Pour répondre effectivement à des jeunes qui sont plus jeunes par rapport au FJT, des jeunes qui peuvent avoir 31, 32 ans. C'est vrai qu'il y avait une souplesse par rapport à ça dans la résidence sociale jeunes actifs. On a aussi des résidences sociales jeunes actifs qui peuvent être encore plus sociales, finalement, que du FJT, parce qu'elles vont avoir des modèles... Je pense que c'est effectivement la souplesse par rapport à un cadre juridique qui a été défini, qui fait que ce type de dispositif... Tu veux dire qu'on programme un produit plus social en ayant la bonne idée de se dire, comme ça, on le programme sans accompagnement? Si, avec de l'accompagnement. Mais en résidence sociale jeunes actifs, il n'y a pas d'accompagnement. Mais si. C'est beaucoup plus diversifié que ça. Mais bon, c'est un débat effectivement. C'est un débat effectivement que nous avons entre nous. Je te donnerai des exemples si tu veux. Je ne vais pas le faire ici, mais enfin en tous les cas, pour nous, il y a la complémentarité. Et je répète, ce cadre, encore une fois très très formel du FJT, fait que lorsque la DRI, la Banque de France, a arrêté la production de résidence sociale jeunes actifs, ça s'est perdu, ça s'est traduit par moins 1000 logements par an produits à destination du public jeune. Peut-être, Yves, vous voulez réagir sur notre débat
Oui, alors moi, je ne vais pas prendre parti. Moi, j'ai qu'un parti, c'est de développer l'offre de logement adaptée pour les jeunes en fonction des territoires et de la développer en quantité parce qu'aujourd'hui, les besoins sont là. Et après, je constate. Alors, qu'est-ce que je constate? D'abord, l'existence historique plus ancienne de dizaines de milliers de logements en foyer de jeunes travailleurs. On va se mettre d'accord autour de 50 000. Les RSJA, les résidences sociales, ce sont des résidences sociales avec un projet social et ce projet social est tourné vers l'accueil de jeunes. Ces RSJA sont effectivement dans le paysage plus récentes. Elles représentent aujourd'hui autour de 12 000 logements. Et comme l'a dit Pierre-Marc, alors je n'avais pas la référence Disney, mais il est clair qu'il y a eu un essor plus particulier en Île-de-France puisqu'on est autour des 2 tiers en Île-de-France et puis 1 tiers en région. Ça, c'est le constat. Donc, une histoire des foyers de jeunes travailleurs autour de 50 000 logements. Et puis, ces dernières années, mais ça ne date pas d'il y a 3 ans, hein, ça date de plusieurs années, des résidences sociales qui ont axé leur projet social sur l'accueil de jeunes autour de 12 000 logements, dont les 2 tiers en Île-de-France. Ça, c'est le premier constat, c'est de là qu'on part. En termes de développement aujourd'hui, donc, nous avons un développement des résidences sociales jeunes pour partie RSJA, pour partie avec le statut de FJT, autour, en 2021, de 2800 logements écuits répartis entre les RSJA et les FJT. Alors, complémentarité, incompréhension, je ne sais pas. Mais quand je vais sur le terrain, je vois. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois, par exemple, pas plus tard que mardi après-midi, à Marseille, une association, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, Happy-Provence, qui gère aussi bien quelques FJT que des RSJA. Et je vois des acteurs locaux que j'écoute et qui m'expliquent très bien le sens que ça a ou que ça a eu au moment de la réalisation du projet et que ça a aujourd'hui dans l'accueil des jeunes d'avoir ces 2 produits. Et j'ai des personnes qui parlent la même langue que Mme Offray lorsqu'il s'agit de ne pas opposer ou segmenter les jeunes ou de ne pas empêcher un jeune qui va bien d'aller dans un FJT parce que cette mixité au sein du FJT est gage de réussite de la vie du FJT. Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Ça, c'était mardi après-midi à Marseille. L'année dernière, dans les travaux du CGEDD de l'époque, de l'IGE d'aujourd'hui, j'ai accompagné les référents du CGEDD dans la visite à Chaville de 2 résidences qui étaient pour l'une un foyer de jeunes travailleurs, pour l'autre une résidence sociale jeune actif. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer l'association, c'est la LJT qui était gestionnaire de ces 2 résidences et qui expliquait très bien donc, comment ils travaillaient avec les publics accueillis dans chacune des 2 résidences donc, à Chaville dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà 2 témoignages les plus récents parce que j'en avais visité d'autres avant, mais voilà par exemple l'expérience de la LJT en Île-de-France, l'expérience d'Happy-Provence en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des témoignages de terrain très concrets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Île-de-France? On ne refait pas l'histoire. Ce qui compte, c'est la démarche qui a été faite en 2020 et qui a permis de rouvrir le jeu en 2021. Et donc, c'est sur cette démarche-là que je voudrais appeler l'attention. Le produit final, il est formidable, mais il n'est pas formidable parce que c'est un cahier des charges qu'on va photocopier et qu'on va diffuser dans toutes les régions. Il est formidable parce qu'il est né du dialogue entre les partenaires sur qu'est-ce que peut être une résidence sociale jeune active, donc des réponses aux questionnements de Mme Offray, ont pu être apportées dans ce travail partenarial et à un moment donné, cristallisées autour d'un cahier des charges sur lesquels les acteurs se sont entendus et qui a permis ce cahier des charges en 2021 en Île-de-France de financer plusieurs centaines de places en RSJA en même temps qu'il y avait plusieurs projets de FJT, avec même un bonus pour les FJT, puisque en 2021, il s'est financé davantage de logements en FJT en Île-de-France qu'en RSJA. Donc voilà 3 témoignages. Donc des résidences qui vivent avec les mêmes gestionnaires, Happy-Provence, RSJA, FJT, ALJT donc en Île-de-France, RSJA, FJT. Voilà l'expérience propre de l'Île-de-France, un travail partenarial pour bien se comprendre, pour répondre à Mme Offray, donc pour bien se comprendre, un travail à la fois sur le cahier des charges des FJT pour mieux accompagner l'émergence des projets de FJT et un travail sur ce que doit être ou ne doit pas être les RSJA. Donc ça, globalement, pour moi, ça concourt au développement de l'offre jeune, sans segmentation artificielle, même si à la fin, dans les textes ou dans les produits de financement, ou dans le conventionnement, ou dans le partenariat avec la CAF, il y a des petites différences technico-administratives, c'est exact, mais pour autant, ça répond à des besoins bien compris et à des projets partenariaux réussis, comme en témoigne ce qu'on voit sur le terrain dans ces produits-là.
Donc, il me paraît important de poursuivre. Et puis, un peu plus tard, je pense, dans la visio, je dirais un mot qu'il n'y a pas que les FJT et les RSJA, il y a aussi la nécessaire fluidification de l'accès des jeunes au parc social, mais on en parlera sans doute dans quelques instants. Alors moi, je ne suis pas du tout convaincue parce qu'en fait, vous dites, il y a des gens qui témoignent, qu'ils témoignent, mais en fait, je ne sais pas de quoi ils témoignent, en fait. Qu'est-ce qu'ils disent de la complémentarité? Parce que bon, vous allez me dire que chacun peut témoigner la main sur le cœur du fait que c'est génial, mais en fait, je ne comprends pas le contenu de la satisfaction. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? Alors, il y avait l'âge, effectivement, la LJT. Bon, moi aussi, je vais sur probablement pas mal, même, on va dire, dans des quantités. Et j'ai l'impression, effectivement, pour en avoir discuté encore la semaine dernière avec Happy Provence ou avec la LJT de façon courante, bon, ils témoignent du fait qu'effectivement, il y a un moment de l'instant, de l'espace-temps où il y a des RSJA en même temps que des FJT. Qu'en gros, ils ont finalement dû se mettre d'accord, en tout cas en Ile-de-France, pour se dire, bah, toi, tu prends les 25-30 et moi, je prends les 18-25. Enfin, ça n'en fait pas non plus la chose la plus philosophique que j'ai jamais entendue, quoi. Je veux dire, c'est peut-être pas la peine de déployer énormément d'énergie à essayer de se partager, à faire un Yalta des âges, alors qu'on pourrait imaginer tous ces âges tout à fait bien ensemble au sein de résidences où justement l'idée c'est de se croiser. Bon, après on va pas épiloguer. Je vous dis, je pense que là, moi, mais encore une fois, le discours d'autorité n'y suffira pas. En disant, je vous dis que des gens me disent que c'est important et que c'est complémentaire, ne suffit pas à me faire envisager la complémentarité. Je suis avide d'argumentation plus précise concernant la nécessité que cohabitent ces deux systèmes. Je n'avais pas pensé avoir un discours d'autorité, mais je redis à quel point je salue le travail qui est réalisé sur le terrain. J'ai pris des exemples qui m'ont beaucoup appris, donc ce n'était pas un discours d'autorité, c'était plutôt un discours de reconnaissance et un discours de réalité pragmatique de ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'ai trouvé formidable que des jeunes soient accueillis dans des RSJA gérés par Happy Provence, comme je trouve formidable que des jeunes soient accueillis dans des résidences sociales jeunes actifs gérées par la LJT, que j'ai pu visiter. Ces deux associations ayant exprimé l'intérêt de la complémentarité avec d'autres FJT qui gèrent et qui répondent totalement à vos attentes, à votre expression, votre témoignage de l'intérêt du produit singulier qu'est le foyer de jeunes travailleurs. Donc il n'y a pas de discours d'autorité sur le sujet, mais il y a un discours d'encouragement fort et de profonde reconnaissance vis-à-vis de ceux qui font le job sur le terrain. C'est eux qui sont allés vers les RSJA, qui y ont trouvé sens. Et je dirais quand même, parce que Mme Offray a relevé des points qui sont très forts, qui sont des points d'attention. Donc, plutôt que d'en faire des points d'obstacle, et à un moment donné, en Ile-de-France, on est allé sur le verrou. Ce n'était pas très positif, Pierre-Marc l'a remarquablement rappelé. Donc, mais en faire des points d'attention. Donc, au niveau national, nous sommes extrêmement attentifs, et c'est écrit dans les circulaires sur le sujet, et dans tout le suivi que nous avons des territoires, à ce qu'il n'y ait pas extinction des feux FJT au bénéfice d'un produit qui serait plus facile, qui trouverait plus facile son équilibre, quoique, qui serait la RSJA. Donc, nous sommes attentifs à ce que ça réponde sur le terrain à des diagnostics locaux, à des besoins de jeunes. Il y a des jeunes qui ont des besoins en FJ, qui pourront être satisfaits par des FJT, il faut faire des FJT. Et il y a d'autres jeunes à l'attente de logement pour lesquels la RSJA peut être une bonne réponse. Donc oui, tout ce qu'a dit Mme Offray, en fait, on le partage, mais moi, je ne l'exprime pas en disant je ne crois pas à la RSJA ou je ne veux plus qu'il y ait de RSJA ou je fais un stop sur le RSJA pour donner le go 5 ans plus tard. Je le fais en point d'attention donné au service pour que le dialogue permette les bonnes réponses. Et sincèrement, je salue les réponses 2021. Je serais heureux de vous partager celles de 2022 dans quelques semaines. Mais en 2021, ça a fonctionné de manière plutôt équilibrée, y compris avec le troisième produit dont on dira quelques mots. Et je me permets effectivement de lire dans le chat le petit commentaire de Tony, effectivement, qui finalement fait aussi le lien, effectivement, de Tony Vera, par exemple, le délégué de l'Unclash, encore pour quelques jours. Tommy dit effectivement, il y a une segmentation aujourd'hui dans le cadre des politiques publiques de la jeunesse. Et les opérateurs, ils font avec. Et c'est vrai que dans le meilleur des mondes, on aurait sans doute effectivement des projets qui sont complètement différents. On a des opérateurs qui font avec les politiques publiques, et effectivement, ils vont, à un moment donné, répondre dans un cadre plutôt que dans un autre. Après, on est tous d'accord, et je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le fait de dire, effectivement, l'offre FJT est une offre à encore plus soutenir, encore plus développer, et je crois que sur ce plan-là, il n'y a pas trop à tâcher.
Je souhaite peut-être, alors peut-être Yves, vous évoquiez la question d'autres réponses, d'autres types d'offres. C'est peut-être là où effectivement, dans notre construction de déroulé, je n'avais pas trop souligné. C'est peut-être à mon avis là où ça se situe. L'heure avance quand même, ça fait un peu plus d'1 heure que nous dialoguons. Je pense qu'il y aura un dernier point après à traiter qui est finalement la question effectivement de l'accueil des plus précaires, sur lequel il y a des gros trous dans la raquette. Il y a des actions qui sont faites, mais qui sont loin d'être systémiques, me semble-t-il. Mais vous souhaitiez évoquer effectivement la question de la complémentarité des dispositifs, d'autres natures d'offres. Oui, oui, tout à fait. Donc, on est parti du constat de la difficulté des jeunes à rentrer dans le parc social de droit commun, du fait de l'application de critères de priorité, du faible nombre de petits logements, de listes d'attente et de temporalité qui ne correspondent pas aux besoins du jeune. Si vous décrochez un contrat à durée déterminée sur un territoire qui n'est pas votre territoire d'origine, vous avez besoin d'une réponse logement rapide. Alors, ça peut être en FJT, ça peut être en RSJA, mais parfois, vous la cherchez dans le logement social et la réponse apportée va être dans une temporalité qui ne conviendra pas. En revanche, vous êtes prêt à faire un sacrifice qui est le sacrifice du droit au maintien dans les lieux, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez parmi les demandeurs de logements sociaux et que vous voyez proposer un logement social, le principe général est celui du droit au maintien dans les lieux. Donc, vous êtes prêt à faire ce petit sacrifice parce que vous voulez une réponse de court terme qui vous permette de poser vos valises, d'accepter la proposition d'emploi et d'avoir un peu de temps ensuite pour chercher une solution logement durable si vous faites votre nid sur le territoire où vous arrivez. Et c'est à cela que répond une disposition de la loi Elan de 2018. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette disposition qui permet aux bailleurs sociaux, on est donc dans le cas d'une location directe, il n'y a pas de structure gestionnaire intermédiaire, qui permet aux bailleurs sociaux, parmi leurs demandeurs, de réserver un sort particulier aux moins de 30 ans qui acceptent de renoncer au droit au maintien dans les lieux et qui acceptent un contrat de location d'une durée maximale d'1 an. Cette disposition, aujourd'hui, les territoires s'en emparent et en 2021, c'est plus d'1 millier de logements dans des opérations nouvelles qui sont financées à cette fin. Alors, ça ne veut pas dire 1000 jeunes qui ont accès à ces logements aujourd'hui, donc 24 novembre 2022, mais ça veut dire 1000 logements qui vont arriver à leur mise en service et que les bailleurs sociaux, les Caléoles, vont attribuer prioritairement à des jeunes de moins de 30 ans qui auront accepté d'avoir un contrat de location de court terme qui va assurer une rotation et qui globalement va fluidifier donc l'accès des jeunes au parc social sur les territoires les plus tendus. Donc plus d'1 millier de logements financés donc en 2021 et certainement autant, sinon davantage, donc en 2022. Un autre texte a permis, toujours en application du texte de la loi Elan que je citais, un autre texte permet de mobiliser des opportunités dans le parc existant. Et je voulais également vous informer que ce texte a permis en 2022 de prendre plusieurs autorisations spécifiques au niveau local qui, dans le parc existant, visent à flécher également des logements qui, cette fois-ci, existent. Donc, les réponses, c'est tout de suite en fonction de la libération des logements et de leur réattribution, à des jeunes de moins de 30 ans pour des contrats de courte durée. Donc, on est sur un produit en gestion directe par le bailleur social qui correspond encore à un profil de jeunes qui est tout de suite autonome dans le logement et qui n'a pas besoin d'accompagnement social, mais qui va trouver un logement social qu'il ne trouverait pas s'il se mettait dans la liste d'attente bien longue avec un délai de réponse qui ne correspond pas à ses besoins immédiats. Donc voilà une troisième disposition. Donc si on reprend 2021, 1400, 1500 logements en foyer de jeunes travailleurs ont été financés, autant en résidence sociale jeunes actifs, plus d'1 millier donc en article 109 de la loi Elan, tel que je le décrivais à l'instant. Alors, ça peut paraître 3 tuyaux d'orgue, mais ça fait quand même plus de 4200 réponses demain à des besoins très importants de logement des jeunes en secteur difficile. Tu veux réagir, Marielle ? Oui.
Alors déjà la RSJA, bon, on m'a entendu un peu critique. Après, moi, encore une fois, c'est une critique très constructive. Je trouve que c'est un débat. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire à vous, UNAFO et Pierre-Marc, mais vraiment, je trouve ça super que vous ouvriez la possibilité sincère de ce dialogue et que justement, on puisse se dire les choses. Mais alors, si on veut ce dernier machin qui est l'article 109, alors là, j'ai effectivement des critiques encore plus rudes. Nous, on a évidemment des enjeux de fluidification. Enfin, je veux dire, c'est pas les jeunes, hein, c'est l'ensemble de la population. Le taux de rotation dans le logement social a explosé, a justement extrêmement diminué plutôt, et donc ses conséquences ont explosé. Et ce qui fait que nous aussi, on a cette idée qu'il faut trouver des moyens de fluidifier. D'ailleurs, on avait trouvé que le dispositif CIPLO était un excellent moyen de fluidifier, puisqu'en fait, ça permettait de fixer des objectifs de priorité et faire sortir des jeunes des FJT, comme sans doute d'autres dispositifs, par voie de priorisation. Et donc, le dispositif CIPLO est, puis il existe toujours, un dispositif que je pense très efficient. Mais je pense, encore une fois, que c'est un défaut d'analyse de base. C'est-à-dire que quand un jeune a besoin d'un logement, et on a certes besoin vite avant d'être vieux, ça, là, la tautologie, on est tous d'accord avec ça. Sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'il en a besoin vite pour rentrer qu'il a besoin d'en sortir vite. C'est-à-dire que il était déjà permis, quand on avait accès de façon prioritaire à un logement social et qu'on n'en avait plus besoin au bout d'un an, en fait, de poser congé et de s'en aller. Donc, dans le dispositif de logement social classique, on peut en partir comme on veut. Il n'y avait pas besoin d'inventer un processus temporaire pour qu'un jeune sache donner congé au moment où il n'ait plus besoin de son logement. Par contre, l'avantage d'un logement social de droit commun, c'est qu'effectivement, s'il se dit, ça a été nécessaire le temps de mon apprentissage, mais finalement, j'ai envie de rester habité ici parce que j'ai trouvé un emploi à proximité, il peut donc rester dans le logement. Donc moi, je pense que effectivement, s'il était nécessaire de prioriser, on va dire d'une certaine façon, la jeunesse par des dispositifs précis, il fallait pas forcément faire la confusion entre jeunesse égale besoin de précarité ou en tout cas besoin de temporaire. Ce sont des registres de l'analyse du logement qui sont distincts. Tout jeune ne souhaite pas nécessairement du temporaire. C'est comme ça. Après. Il y a encore un autre petit point que je conteste un peu sur le comptage, c'est qu'on compte les articles 109 comme étant de la création. Mais en réalité, c'est de la création de PLAI dans son ensemble. Vous avez des bailleurs qui construisent et effectivement, ils vont, dans la construction, attribuer un certain nombre de logements. Ceux-là, c'est des articles 109. Mais ce n'est pas de la construction nette, c'est du fléchage. Donc évidemment, on peut toujours dire qu'on a construit des articles 109 qui n'auraient pas été construits, mais en réalité, ils auraient été attribués à du logement de droit commun ou du logement familial. Donc c'est un sous-fléchage, l'article 109, ce n'est pas une construction supplémentaire par rapport à une offre PLAI classique qui aurait de toute façon été déterminée. Donc voilà, encore une fois, c'est peut-être un défaut de compréhension, mais je n'ai pas bien capté à quel enjeu ça répondait, à part effectivement cette nécessité partagée qu'il faut fluidifier l'entrée dans le logement social. Mais je veux dire, là, pour le coup, pas que pour les jeunes. Hein. Il y a un problème de logement social en France. Ça c'est une certitude. Il faut faire attention quand même de ne pas inventer usine à gaz sur usine à gaz pour répondre aux des problèmes qui sont, dans le fond, qui sont identifiés pour l'ensemble de la population. Voilà, c'est mon avis. Oui, on a effectivement un certain nombre d'interrogations sur l'article 109. Des points sans doute qui mériteraient aussi d'être améliorés, sur lesquels il y a également un jeune qui aurait par exemple un parcours résidentiel et qui finirait l'article 109, il serait plus éligible au DALU, alors qu'il est sur une logique temporaire. Il y a des petites choses comme ça, effectivement, sur l'articulation qui, me semble-t-il, effectivement, mérite une attention. Peut-être un dernier point, ou alors où on s'accorde, je ne sais pas, à répondre. Je n'ai pas l'occasion de. Il y a pas mal de débats dans le chat sur la question, effectivement, sur la question des RSJA, un certain nombre de structures adhérentes à l'UNAFO qui gère des JT et des RSJA mettent effectivement en avant justement cette dimension de complémentarité. Donc je ne vais pas relire tous les témoignages, mais j'invite en tous les cas nos auditeurs à le faire. Mais je pense qu'on ne va pas réaborder le sujet, je pense qu'on en a fait en tous les cas un point. Je pense qu'il y a un dernier sujet à aborder, et je pense que là, les politiques, en tous les cas de l'habitat, et les politiques
publics en général n'ont pas des réponses, à mon avis, à la hauteur des enjeux, c'est sur la question des jeunes les plus précaires. C'est vrai que le rapport de l'IGED a mis en avant la nécessité que le FJT permettait effectivement la réponse, notamment pour des jeunes dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Que ce soit le réseau UNAGE ou le réseau UNAFO, on s'est dit, il y a, alors sur la circulaire, enfin, sur les textes autour du contrat d'engagement jeune, il y a très peu de choses sur le logement. Sur les contrats d'engagement jeunes en rupture, les jeunes les plus en difficulté, effectivement, il avait bien volé logement. Ça a été quand même une sacrée usine à gaz. On trouve que c'était intéressant, mais les réponses, pour l'instant, sont quand même peut-être pas à la hauteur. En fait, les réponses étaient très complexes dans l'appel à projet, et il manque quand même, il y a des trous dans la raquette. Le contrat d'engagement jeune est moins favorable que la garantie jeune qui existait auparavant. Il y avait des possibilités de cumul de ressources qui quand même nous interrogent. Donc là, nous, on est prêt à, enfin, je pense que Marianne va aller dans mon sens, on est prêt à dire banco, les FJT, il faut développer les FJT et permettre effectivement à plus de jeunes en grande difficulté, des jeunes parmi les plus précaires, dans le cadre, en gardant le principe de mixité, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait plus de FJT, qu'on puisse accueillir des jeunes qui sont vraiment très grande difficulté, mais à la fois en termes d'accompagnement, de solvabilisation, de sécurisation des parcours, d'un département à l'autre, d'un territoire à l'autre, c'est parfaitement évident. Marianne, alors, bon, effectivement, c'est pas un sujet des HUP, au sens où, effectivement, c'est géré par d'autres instances, mais c'est néanmoins un sujet de préoccupation, j'imagine, enfin, j'espère, en tout cas, que dans le cadre des interministériels, on tient compte du fait que pour loger les jeunes, on doit pouvoir bouger le logement, mais bouger les jeunes, en tout cas en termes de ressources. Enfin, en tout cas, c'est des leviers qu'il faut savoir articuler. Là, pour l'instant, dans la création du CEJ, donc le COJ va bientôt évaluer la mise en place toute récente, somme toute, du contrat d'engagement jeune. Je ne sais pas très bien à partir de quelle matière ils vont le faire, parce que quand même plein de choses n'ont pas démarré. Et notamment l'opérationnalité des référents jeunes au sein des SIAO, qui était c'était un des éléments dans la mallette de la mise en place du CEJ des jeunes en rupture. Donc, le problème du CEJ, nous, on a commencé à l'identifier par rapport à nos adhérents. C'est d'abord un problème de visibilité, puisqu'en fait, le CEJ, c'est 6 mois renouvelable une fois. Donc, j'espère que je ne vais pas dire des bêtises parce que c'est une telle technique bureaucratique. Donc, ça ne donne pas beaucoup de visibilité à la personne qu'on va loger, de savoir que pendant 6 mois, il va y avoir des ressources et que non seulement elles vont de toute façon s'arrêter de façon très rapide, et qu'en plus, elles sont soumises au fait que le jeune doit pouvoir aller effectivement à ses 15 heures de formation par semaine, sinon il perd ses ressources. Donc, c'est non seulement peu visible, peu lisible à l'avenir, mais en plus, on sent la fragilité de ces ressources. Et puis, en plus, on constate aussi que ce sont des gens qui sont peu éligibles à Visal. On constate aussi qu'ils ont les mêmes faiblesses dans la conception APL, c'est-à-dire qu'autant on avait un peu vu que les apprentis et les étudiants étaient d'une certaine façon protégés dans des APL qui avaient davantage de visibilité et de stabilité, mais les CEJ n'ont pas profité de ce régime protecteur. Donc, si on veut à un moment qu'effectivement des CEJ qui cumulent des difficultés puissent être pris de façon prioritaire dans les FJT, et je trouve ça très bien parce que c'est tout à fait les missions des foyers jeunes travailleurs que d'accueillir toutes les jeunesses, dont la plus fragile. Mais c'est sûr qu'on doit renforcer le fait que ce sont des personnes que les adhérents auront intérêt, ou en tout cas auront plaisir et auront des facilités à accueillir, parce que là, les pauvres, ils cumulent un peu. Ils ont des revenus à 500 € inférieurs au RSA, pas de Visal, c'est renouvelable tous les 6 mois, et puis, c'est-à-dire, c'est comme si on avait voulu un petit peu imaginer le client pas terrible pour des associations dont on a rappelé tout à l'heure qu'elles étaient quand même économiquement dans une grande fragilité. Il y a des fois aussi où l'opérateur associatif, il est obligé d'équilibrer l'ensemble et de faire que les personnes qui
les jeunes qui logent soient solvables, fiables, enfin voilà. C'est le bon père de famille qui est aussi, voilà, qui est dans chaque opérateur de foyer jeunes travailleurs et de RSJA. Pour le coup, ça, je pense que c'est assez bien partagé. Donc, pour le coup, moi, je trouve dommage, voilà, que le CEJ ne se soit pas doté d'un véritable volet logement, c'est-à-dire avec un meuble à tiroir dans lequel on aurait plutôt renforcé l'attractivité, on va dire, de ces jeunes par rapport à du logement abordable, sachant qu'on a tous déterminé, là pour le coup en interministériel total, à quel point la question du logement était déterminante dans l'insertion, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, voilà. Donc, encore une fois, peut-être un défaut d'articulation, on va dire, des politiques publiques, mais enfin, bon, voilà, c'est notre travail à tous que d'y contribuer. Et en ce sens, je me sens assez constructive pour répondre au chat. J'ai vraiment pas du tout l'impression d'être pas dans une démarche constructive. Je pense justement, on est là pour engager toute notre énergie à faire que les gens se parlent davantage et voilà, et que les instances du logement soient obligées de s'intéresser à la question du travail, de l'emploi, des ressources pour concevoir du logement réellement abordable. Et il n'est abordable que par des gens dont on aura doté de ressources qui leur permettent d'accéder au logement. J'allais rajouter, mais Marianne l'a rajouté en dernière minute, et c'est effectivement des points essentiels. Il ne peut pas y avoir d'insertion dans l'emploi et dans la société s'il n'y a pas d'insertion dans le logement. De ce point de vue, effectivement, on est parfaitement d'accord. Or, et nos gestionnaires, évidemment, sont tout à fait prêts à prendre des jeunes en difficulté, mais les jeunes qui ont des parcours en rupture, justement, ils n'ont pas des parcours qui sont linéaires, ils peuvent avoir des accidents, et évidemment, les opérateurs ont besoin d'être complètement sécurisés. Ce volet sécurisation, à mon avis, est un des points sur lesquels on doit travailler. Yves Roche, vous voulez réagir sur ce point même? On est quasiment au terme. Effectivement de notre webinaire. Je pense que tout le monde a lu le chat. Effectivement, la question FJT-RJA a quand même effectivement traversé les débats avec parfois des adhérents communs, dont Didier Roulet vient de réagir là, en pensant, Didier Roulet, qui est président d'Api-Provence, dont adhérent commun à l'UNAGE, à l'UNAFO, effectivement, met en avant le fait que effectivement, il y a bien une cohabitation et que certaines mères de communes peuvent avoir peur des FJT. Ah bah oui, mais je veux dire, les maires, ils vont avoir encore plus peur des FJT si on programme une RSJA à côté qui vient capter tout le public, qui vient stabiliser l'ambiance générale. Hein. Je veux dire, Didier, j'ai eu cette conversation avec lui il y a quelques jours, je salue Didier, mais je veux dire, si la raison de programmer des RSJA, c'est qu'on ne peut pas programmer des FJT parce qu'on craint d'y loger trop de cas sociaux, pardonnez-moi, mais on est d'accord. On n'est pas très technique. Hein, voilà. Mais on est d'accord sur cet aspect-là. Je vous propose de clôturer. En tous les cas, merci Marianne, merci Yves de ce webinaire. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Et de toute façon, nous poursuivrons les débats. Au revoir. Merci, au revoir. Marianne, oui. l'enregistrement, voilà, parfait. Merci.